Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je sors une interview de mes archives. C'est une interview de Damien Descartes. Si tu connais pas Damien Descartes, c'est un des pionniers sur YouTube qui parle de permaculture, qui a montré son jardin, je sais pas, dans les années 2015, son jardin dans le Var, qui a fait pas mal de vidéos pour populariser la permaculture et ensuite il a aussi documenté son déménagement dans la Corrèze où il a lancé un tout nouveau jardin sur 4 hectares en permaculture et voilà c'est vraiment si tu le connais pas je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube, c'est permaculture agrologie etc. Et donc voilà, c'est une interview que j'ai fait de lui en 2019, été 2019, dans son jardin en Corrèze. C'était lors de mon... j'étais allé là-bas pour passer mon CCP, c'est le cours certifié de permaculture, où on apprend la permaculture, on apprend le design en permaculture. Et voilà, donc j'ai passé le CCP là-bas. Et je lui ai proposé de faire une interview. J'étais venu avec mon petit smartphone et un micro. Et voilà, je lui avais proposé de faire une petite interview tranquille dans son jardin où on parle de permaculture, on parle de son jardin, on parle aussi surtout de permaculture urbaine. À l'époque, c'était vraiment euh, voilà, pour ceux qui me connaissent, je faisais pas mal de contenu sur la permaculture urbaine à l'époque. Et aujourd'hui, j'en fais encore, mais un peu moins. Je suis plus sur le design, sur la permaculture en général. Je parle aussi un petit peu de plantes sauvages, etc. Et voilà, donc à l'époque, j'avais retranscrit cette interview en article de blog que tu peux retrouver sur mon blog Le Potager Minimaliste. Et voilà, je l'avais pas publié, j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais pas de podcast. Voilà, j'étais pas à l'aise, même si aujourd'hui je parais pas encore toujours 100% à l'aise. À l'époque, j'étais encore moins. Tu le verras sûrement dans cet audio que j'ai pas réécouté forcément, parce que j'ai pas forcément envie de me réentendre. Bref, je me suis dit qu'il fallait quand même que je partage ça, donc je te laisse écouter ça, tranquille, te poser comme d'hab, en balade, dans ton jardin ou devant une tisane, devant ta fenêtre derrière la pluie, là, parce qu'il pleut pas mal en ce moment. Donc, je te laisse voir ça. Et si tu as des amis qui habitent en ville, eh ben, n'hésite pas à leur partager ce podcast. Ça va sûrement les motiver à faire du jardinage, des choses comme ça. Donc, voilà. Et aussi, n'hésite pas à laisser un petit pouce si tu es sur YouTube et des étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast. Voilà, si ce genre d'épisode te plaît, n'hésite pas à me le dire en mettant un petit soutien. Et sur ce, je te laisse avec cette petite interview, ce petit entretien dans le jardin de Damien. Salut. Salut. euh, voilà, bah, je suis super content de t'interviewer. Voilà, en même temps, je suis un peu stressé, impressionné, tout ça. Et voilà, moi, je te suis depuis un bon moment. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture je sais pas, peut-être 2012 par là. Ok. Je lisais un peu quelques articles. Il n'y avait pas grand-chose sur Mhm. Internet et je regardais quelques vidéos sur YouTube, il y avait Permalocal à l'époque un Ouais, peu, ouais. exact. Et puis après t'es arrivé, j'ai bien adhéré à ta pédagogie, tout ça, ça. Puis voilà, je te suis depuis tout ce moment. Et du coup, ça, c'est un peu stressant pour moi, mais voilà, c'est cool. Bah du coup, voilà, je te laisse te présenter, Damien. Ah bah, ok, alors moi je m'appelle Damien Decars. Généralement les gens me connaissent par rapport aux vidéos YouTube, hein. Je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne permaculture, agroécologie, etc. Tout un tas de tutos ou des réflexions, enfin autour du jardinage, mais enfin tout ce qui est permaculture, les énergies, etc. quoi. Mhm. Donc les gens me connaissent surtout par rapport à ce biais-là, mais moi je me considère plutôt comme un jardinier. Ouais, j'aime bien jardiner en fait. Je suis un amoureux de la nature, j'aime bien jardiner. Mhm. Donc je dirais que je suis jardinier. Voilà. Bah super, moi du coup aussi, il faut que je me présente un petit peu. Ouais. Voilà, moi c'est Fab, du coup, allez, il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire quelques articles sur un blog là, et en fait, je m'intéresse à la permaculture depuis longtemps, comme je le disais, Mhm. et voilà, en 2016, vu que j'avais pas de terrain, j'ai décidé de passer un peu à l'action sur ma terrasse là, et j'ai commencé à faire une petite serre, un petit lombricomposteur, des pots de fleurs, tout ça. Et j'essaie de cultiver un peu de la graine à l'assiette. J'aime bien jardiner moi aussi. Ouais. Du coup, voilà. Et bon, bah, je vais commencer par te poser une première Allez. question. Alors, euh,
t'as récemment déménagé dans du sud de la France pour t'installer en Corrèze. Ouais. Et quelles sont les nouvelles difficultés que tu as rencontrées ici par rapport à... Par rapport à là où j'étais avant. Ouais. Bah, pour le moment, je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait, parce que j'étais dans le sud, donc dans le Var, c'est un des départements les plus secs de France. J'avais, ouais, l'eau, c'est quand même un élément hyper important. Et là où je suis maintenant, même si on est en sécheresse, c'est partout en France, c'est de plus en plus sec. J'ai quand même plus d'eau que là où j'étais dans le Var, donc du côté eau, c'est plus facile. J'ai plus d'espace, c'est-à-dire que dans le Var, j'étais limité par l'espace, les jardins étaient plus petits, etc. Donc là, j'ai beaucoup plus d'espace, j'ai plus de bâtis. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a plus de facilité maintenant là où je suis en Corrèze qu'avant dans le Var. Des difficultés, si je dois réfléchir, je dirais, peut-être qu'il y a moins d'ensoleillement, moins d'heures de soleil. Du coup, il faut adapter un peu mes légumes qui étaient habitués à la sécheresse, les réadapter à des endroits un peu moins secs. Là, par exemple, on est mi-septembre. Hier, il y a eu des gelées, j'ai les courgettes qui sont mortes de froid, quoi. Donc, c'est des nouveaux petits problèmes que j'avais pas forcément avant dans le Var. Mais on va dire que si je dois peser le pour et le contre, il y a quand même plus d'avantages maintenant à être ici, quoi. D'accord. Super. Et ce que je me souviens aussi dans tes vidéos, tu montres ta maison dans le Var et on voit que elle était plus ou moins connectée avec ton environnement, la serre qui chauffait l'hiver quand le soleil était bas et le microclimat que t'offrait aussi la forêt autour, tout ça et du coup c'était super sympa. Est-ce que en Corrèze tu penses pouvoir aussi envisager de créer des connexions avec ton habitat et l'environnement? Alors, effectivement, comme c'était petit dans un petit milieu, tout était très rapidement connecté, comme tu dis, la serre, la maison, les arbres autour qui protègent du vent, le potager qui est collé, tout ça. Là, comme c'est plus grand et c'est plus espacé, les connexions sont plus longues à faire. Et ouais, c'est plus long à faire, mais je pense qu'à terme, sur ma maison, là, en fait, on va refaire la toiture. Dès que la toiture sera refaite, je vais faire courir des vignes dessus, qui montent sur les murs, mettre des kiwis qui grimpent. Je voudrais connecter, garder l'eau de pluie pour faire des mares, etc. Donc, à terme, j'aimerais qu'il y ait autant de connexions, voire plus. Mais effectivement, c'est plus long à mettre en place. Là, ça fait qu'un an ou 2 ans bientôt qu'on est là. Mais à terme, oui, le rêve, c'est que tout soit vraiment interconnecté, que le moindre centimètre de maison soit aussi utile pour produire quelque chose au jardin, et beaucoup plus de toiture, donc plus d'eau de captage. Enfin, donc, je pense que ça va être plus long. Comme c'est plus grand et qu'il y a plus de choses à faire, on attaque plein de petits trucs en même temps. Donc, avant que tout soit connecté, ça va être un peu plus long. Mais quand ça sera vraiment connecté, je pense qu'on arrivera sur quelque chose qui sera encore plus résilient et efficace. Enfin, j'espère. Bah, en tout cas, pour avoir vu le jardin, ça, il y a quand même de bonnes choses de faites, beaucoup de choses de faites et voilà. Y a-t-il eu un moment où on va plus passer aux questions un peu plus, non, même pas spécialement, plus permaculture urbaine. En fait, je voulais savoir si un jour t'avais eu des expériences de justement où t'avais pas de terrain, t'as cultivé dans des pots de fleurs ou qui sait peut-être des jardins partagés. Enfin, on sait que y a eu la grenade aussi, mais exactement. Alors, oui, j'ai vécu en ville pendant pas mal de temps, mais en ville, effectivement, je jardine. Enfin, j'avais des plantes en pot, mais très très peu. Et depuis que je m'intéresse vraiment à la permaculture, à la production alimentaire en général, j'ai toujours eu un peu des jardins, mais je me suis quand même beaucoup intéressé à tout ce qui est permaculture urbaine parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en ville et que si en ville on pouvait produire ne serait-ce qu'un tout petit peu de l'alimentation, si on a un balcon, on a une terrasse, on a un petit bout d'extérieur, c'est génial. Même si on va pas devenir autonome avec une terrasse de 20 mètres carrés, autonome alimentairement totalement, mais en tout cas, si on produit ne serait-ce qu'un peu de tomates, un peu d'aromatique, persil, basilic, tout ça, c'est déjà ça de gagner, c'est déjà un grand plus. Et si on met un petit hôtel à insectes, on va protéger la biodiversité en ville. Il y a des gens qui font de l'apiculture en ville, il y a beaucoup de choses qui se développent en ville, les jardins partagés, les parcs qui sont ça vaut le coup, à mon avis, d'avoir une réflexion sur tout ce qui est parc pour les réhabiliter, les rendre un peu plus permacoles et productifs. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais pour le moment, je suis pas forcément des plus efficaces, parce que comme j'ai de la terre, j'ai aussi d'autres choses à faire que cultiver dans des petits pots et tout ça, quoi. Mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment hyper important. Et ouais, même c'est un sujet clé, quoi. C'est-à-dire qu'en ville, il y a moyen de faire de la permaculture, et plus il y aura de personnes en ville qui en font, mieux ça sera. Produire sur des petits espaces, à mon avis, c'est
un des trucs importants que la permaculture peut permettre de faire aussi, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Bah, je sais pas non plus. Et ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que ça me parle beaucoup et aussi le fait que quand on a, ouais, donc moi j'étais en ville, je m'intéressais à la permaculture, je pouvais pas trop tester et c'est aussi un bon moyen de faire ses premières expériences et de voir si le jardinage ça nous plaît. Et après, plus on avance et plus on se rend compte que si on arrive, enfin, on essaye de créer un système qui marche un peu tout seul, on va dire, et après, bah, avec avec le partage, on peut aller plus loin. Et du coup, c'est pour ça, là, il y a pas longtemps, j'ai fait un petit jardin partagé parce que j'ai un peu plus de temps, j'ai envie de faire d'autres choses. C'est un cercle vertueux et Carrément, en ville, ça se développe de plus en plus, tout ce qui est jardin partagé. Et c'est génial parce qu'en plus de produire de l'alimentation, on crée du lien, on recrée du lien en ville parce qu'en ville, il y a du monde, mais les gens ne se parlent pas forcément. Dans un jardin partagé, les gens se parlent. Donc c'est une façon de refaire un peu le monde en discutant autour d'une plante de tomate qui pousse. Et c'est vraiment, je pense, important de remettre aussi du lien, en plus de la production alimentaire, remettre du lien dans les villes, faire des choses ensemble, faire ensemble, quoi. Ça me paraît vraiment un des trucs clés, c'est les jardins partagés, je pense. ouais, ouais, ça, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, dans toutes les villes, ça masse. Les gens ont envie de jardiner de plus en plus, ouais, et puis de se reparler un peu plus, quoi. Et du coup, t'avais découvert comment la permaculture à l'époque? Est-ce que tu t'en rappelles? En fait, j'ai toujours été passionné par le jardinage, l'environnement, l'écologie, tout ça, tout ça. Mais un jour j'ai découvert le mot permaculture. En fait, quand en 2009 ma compagne est tombée enceinte, on a eu envie de faire un retour à la terre, de se poser quelque part et de produire notre alimentation. Donc je me suis intéressé au mode de culture qui était le plus écologique, on va dire, et je suis vite tombé sur les cultures sur but. Et quand on commence à tomber sur la culture sur but, il y a le mot permaculture qui arrive assez vite. Donc au début, on imagine que la permaculture, c'est la culture sur but. En fait, c'est bien plus grand que ça. Mais en tout cas, je crois que ma première découverte était voilà, comment jardiner de façon écolo. J'ai lu des articles, j'ai vu des bouquins. Et puis le mot permaculture, c'était dans l'entour des années 2009 que j'ai découvert le mot permaculture. Mais après, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé en Amazonie, dans des endroits comme ça, et des gens pratiquent quelque chose qui ressemble déjà à la permaculture sans forcément connaître le mot, quoi. Donc je dirais que 2009, c'est la découverte du mot pour moi, permaculture. Ok. Ok, donc on repasse un peu plus sur les questions permaculture urbaine. Du coup, si t'avais si t'avais qu'un balcon, une terrasse, comment tu t'y prendrais pour faire du jardinage dans l'esprit permaculture? Quelles seraient tes préférences ou quoi? Ben, qu'est-ce que je ferais? Déjà, j'essaierais de cultiver les plantes que j'aime bien manger. Donc, je pense que j'aurais probablement des tomates parce que je sais que ça pousse bien en pot et c'est un truc sympa à manger. Des tomates produites soi-même, c'est chouette. Et j'aurais, je pense aussi pas mal d'aromatiques parce que ça n'a pas besoin de grands espaces. J'essaierai de réfléchir à voir comment je peux capter l'eau de pluie parce que tout le monde ne peut pas, mais parfois on peut capter un peu d'eau de pluie avec les gouttières. Ça dépend comment est agencé Le poids aussi, faire attention au poids. Exactement, ouais. Il y a souvent des limites de poids effectivement à ne pas dépasser. Mais je pense que je ferais des jardinières avec des cultures en lasagne. Ça passe pas très lourd. Tu sais, tu mets un peu de paille par exemple avec de la tonte et un peu de terreau par-dessus. Ça pèse pas très très lourd. Ça marche bien bien en pot. Et voilà, voir comment on peut capter un peu d'eau de pluie. Et j'essaierai aussi de faire une place pour la biodiversité, je pense. C'est-à-dire que peut-être avoir j'en sais rien, un bout de bûche avec des trous dedans pour que des abeilles solitaires puissent s'installer, ou des fleurs pour les abeilles. Enfin, j'essaierai de produire aussi de la biodiversité. Voilà, en gros, quoi. Okay. Après, c'est au cas par cas, parce que de toute façon, chaque lieu est unique, donc. Ouais, voilà, faut s'adapter aussi. Ouais, s'adapter. Du coup, ouais, penses-tu qu'il y a des plantes qui sont mieux adaptées à la culture en pot de fleurs? C'est vrai que, ouais, c'est une question. Ouais. Je sais qu'en pot, ce qui marche bien, j'en perds le micro. On va tenir comme ça. Ouais. En pot, ce que moi j'ai essayé et qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est feuilles salade, quoi. Donc tout ce qui est salade, blettes en pot, ça marche bien. Tomates, ça marche bien. J'ai fait ça dépend de la taille du pot, quoi. Dans des grands pots, on peut aussi faire courir des courges. Mais il faut vraiment avoir un pot un peu plus important, on va dire. Et puis les aromates, voilà, tout ce qui est basilic, thym, romarin même, ou passant par les persils, etc. Tous les aromates, ça n'a pas besoin de grands espaces.
Et la tomate, pour moi la tomate c'est un classique qui marche bien en pot. On peut même faire des tomates suspendues si on a peu de place au sol. On fait pendre une tomate. Si on a un truc pour suspendre, ça peut marcher très bien. Voilà, après il y a plein de trucs. Il faut, ouais, c'est ça, exactement, faire de la verticalité, utiliser s'il y a du grillage, un mur, ça peut permettre de faire grimper une plante dessus. Ça fait de l'ombre et du coup. Carrément, on peut. Ça dépend comment c'est agencé, mais pourquoi pas faire une petite tonnelle, de l'ombre, etc. quoi. Voilà. Ok. Alors j'ai une question un peu technique, je sais pas. Ouais, bon allez, on va essayer, du coup, en fait, le problème parce que moi j'essaye aussi, comme tu en as parlé, de faire un peu de culture en lasagne en pot de fleurs. Ouais. Et du coup, c'est cool, ça fait un pot vivant avec des vers de terre. Les plantes elles poussent mais super bien. Et du coup, il y a quand même un problème, un problème, ouais, il y a beaucoup de problèmes, mais un des problèmes c'est les mycorhizes en fait. C'est vachement important. Ça permet de bien retenir l'eau et d'échanger des informations. Et je me posais des questions justement, comment faire des liens entre les pots avec les mycorhizes, un truc improbable. Et je me disais, donc je sais que la famille des rosacées favorise un peu les mycorhizes là. Et du coup, en laissant, il y a certains types en fait, les mycorhizes ils passent dans les racines. Donc c'est pas possible de faire des échanges entre les pots de fleurs, mais il y a le fraisier, du coup, qui est une rosacée. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs types de mycorhizes. Il y a les endomycorhizes, eux, ils rentrent dans les racines. Ça veut dire que, eux, ils arrivent à rentrer dans les racines pour faire des échanges. Et je me disais, j'ai essayé cette année justement de faire courir des petites fraises entre mes pots. Et bon, il y a eu des soucis avec quelques fourmis. J'ai pas pu vraiment voir si ça a marché. Et voilà, je voulais juste savoir ce que t'en pensais, surtout au niveau des endomycorhizes. Est-ce que tu crois est-ce que t'en sais un peu plus que moi? C'est un peu la question. La question piège. Je pense que pour qu'il y ait une bonne connexion mycorhizienne, il faut quand même que ça passe par le sol, parce que même si t'as un fraisier, il est connecté, il y a des champignons qui rentrent en lui. Je pense que pour que les connexions se fassent bien, il faut qu'il y ait du sol qui relie tes pots. Donc potentiellement, ce que je ferais, si je voulais vraiment connecter tous mes plantes en pot, peut-être que je fabriquais une petite jardinière en longueur, où finalement ce qui est dans mes pots, je déferais des pots, je les mettrais dans la jardinière, et du coup ça ferait une jardinière où tout serait connecté. Mon fraisier il serait connecté à ma tomate, parce que c'est dans la même grande jardinière, au lieu d'être en pots séparés. Ça peut être je pense que je ferais des jardinières grandes où toutes mes plantes pourraient être interconnectées. Et puis pour ramener les mycorhizes, j'irais peut-être en forêt, ramener des poignées d'humus, des poignées de bois pour ensemencer tout ça. Peut-être pourquoi pas mettre une ronce sans épines avec les fraisiers. Et voilà, je pense que je ferais des grandes jardinières si je voulais connecter tout ça. Ça peut être très fin, ça peut être le long de la terrasse, le long d'un mur, une grande jardinière en planche de coffrage, ça peut être très long et tout peut se connecter comme ça en ramenant un peu d'humus de forêt, quoi. C'est comme ça que j'essaierais de faire ma connexion. Voilà, sachant que c'est limité, hein, vu qu'on est en pot, en lieu clos, forcément on est limité, mais ce serait déjà un petit plus, ouais. Et on dit que en permaculture, on dit que les déchets des autres sont les ressources, les déchets des uns sont les ressources des autres. Est-ce que tu aurais une idée, est-ce que tu aurais des idées justement à donner aux personnes qui sont en ville pour récupérer des déchets et faire comme par exemple récupérer du marc de café pour faire pousser des champignons? Il y a plein de choses. À Lyon, je sais qu'on peut récupérer. Il y a une champignonnière qui donne ses substrats quand ils sont en fin de culture, où c'est un peu de la paille mélangée avec du marc de café, et ça peut, parce que c'est vrai que c'est un grand défi de trouver de la matière organique en ville aussi. Et voilà, est-ce que tu aurais des idées? Je sais pas. Mais je pense qu'en ville, c'est effectivement, comme tu dis, c'est difficile de trouver de la matière organique. C'est assez difficile, mais je pense que pour d'autres personnes, je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient faire un compost, mais ils savent pas quoi faire de tout ce compost. Enfin, quand on mange des bananes, des pommes de terre ou tout un tas de légumes, on a des épluchures. Et en ville, on sait pas forcément quoi en faire, parce qu'au bout d'un moment, donc je pense qu'en même temps, si tu parles en parlant à tous les gens de son immeuble, par exemple, si on habite dans un immeuble, il y a probablement des gens sympas. Et dans ces gens sympas, il y en a peut-être qui savent pas quoi faire de leur compost, qui seraient contents d'avoir quelqu'un qui vient récupérer toutes ces épluchures ou tous ces déchets de cuisine en fait qui n'en sont pas. En fait, effectivement, un déchet de cuisine, c'est une ressource de ouf pour jardiner, quoi. Tu mets tes déchets de cuisine au fond d'un pot, t'as ta lasagne
Donc ouais, j'irai voir les voisins, essayer de recréer du lien, parler avec les voisins, pour essayer de récupérer leur compost de cuisine. Ça peut être une des solutions. Il y a ce qu'on appelle aussi les lombricomposteurs qui peuvent être très bien développés en ville si on veut beaucoup de terreau, un terreau fertile. Eh ben on peut très bien composter ses déchets de cuisine dans un lombricomposteur et créer un terreau vraiment de très très bonne qualité. Voilà, potentiellement aller voir avec les espaces verts, ils tondent des fois des parcs, voir si cette tonte elle est pas récupérable. Récupérer des feuilles mortes qui tombent aussi au pied des arbres. Voilà, il y a tout un tas de petits trucs qui sont à mon avis possibles de mettre en place, quoi. Ouais. Ok, merci. Et, du coup, là, j'ai une question plus jardinage. Ouais. Il y a une personne qui m'a demandé, du coup, elle essaie de faire pousser, c'est une personne qui suit une lectrice, okay. Et du coup, elle essaie de faire pousser des tomates et de la menthe sur son balcon, et sa terre est bonne, elle arrose bien, elle est bien exposée, et ça pousse pas. En fait, on a remarqué, enfin, elle m'a dit qu'elle était près de la plage, et du coup est-ce que l'air marin ça peut est-ce que tu as déjà vu des potagers au bord de la mer qui fonctionnaient en fait? Alors j'essaie de réfléchir. Effectivement, quand tu es vraiment proche de la mer, c'est difficile, il y a plein de plantes qui supportent pas les embruns ou l'atmosphère salée de la mer. Je pense que ouais, effectivement, ça peut être un facteur très limitant. Là, faudrait se tourner vers des végétaux qui sont résistants à ces embruns. Je pense qu'il y a pas mal de choux. Il y a le chou maritime notamment, qui est une plante perpétuelle qu'on peut très bien cultiver et qui lui résiste très bien aux embruns. Là, ce que je connais, c'est pas vraiment. Enfin, si, on peut le cultiver en pot. C'est les Eleagnus qui font des petites baies comestibles qui résistent très bien aux embruns. Moi, comme c'est pas une problématique avec laquelle je me suis trouvé trop confronté. J'ai pas trop là comme ça spontanément plein de réponses, mais je pense qu'il faudrait se tourner vers toutes ces plantes qui poussent très très bien avec des ambiances très salées. Mais effectivement, il y a plein de légumes qui vont pas du tout aimer l'air marin, quoi. Ouais. C'est un des problèmes quand on vit près de la côte. C'est après on peut peut-être aussi se protéger un petit peu de ces embruns en mettant des haies. Mais bon, c'est pas évident parce que c'est une atmosphère globale, donc ouais, c'est assez global. Hein. Comme elle me disait, son balcon est dos à la mer, mais elle a quand même ce problème, et comme tu dis, c'est global, je pense. C'est assez global. Alors, il faudrait peut-être se tourner, justement, c'est l'occasion d'être hyper créatif et de sortir des légumes classiques, ouais, exactement, d'aller voir déjà, peut-être dans son coin, dans sa ville ou dans son quartier, il y a peut-être des gens qui ont des potagers, et observer, ce qui pousse bien dans son coin, et probablement des gens qui font un peu de légumes ou des trucs. Et sinon, il y a des plantes résistantes aux embruns qui sont connues. Et je pense que sur Internet, en faisant quelques recherches, voilà, je pense aux choux maritimes, aux Eleagnus en général, mais il doit y en avoir plein d'autres, quoi. Ouais. J'avais vu aussi dans une de tes vidéos que tu associais le haricot grimpant avec la tomate, et j'ai essayé, ça marche plutôt bien. Ouais. Après, il faut bien gérer le moment où on sème le haricot, je pense. J'ai un peu semé tard, et puis bon, il faut qu'il y ait un peu de soleil, de chaleur, tout ça. Et est-ce que aussi tu as des variétés, tu penses, enfin, est-ce qu'il y a des variétés qui sont mieux adaptées, des variétés de haricots mieux adaptées à certaines tomates, non? Parce que les tomates ont différents ports, tout ça, enfin, est-ce que, je sais pas, ou toi ça a toujours marché comme ça? C'est une question bizarre. Ouais. Alors, c'est vrai que des fois, comme les haricots grimpants, parfois ils sont trop volumineux. Là, j'en ai un que j'aime bien, qui est un super haricot grimpant très très productif, c'est le haricot sabre. Ça fait des très beaux haricots un peu grands, mais il a une tendance à être très envahissant entre guillemets. Mais par contre, il peut être bien pour attacher une tomate, et quand il devient trop grand, on peut le guider pour qu'il sorte du pot, qu'il monte sur le mur, qu'il monte sur un grillage, qu'il monte sur un autre truc de la terrasse ou du balcon. Il n'est pas obligé de faire toute sa vie sur la tomate. Il peut juste enrouler un peu la tomate, et après on l'envoie avec un bambou, avec un tuteur, on l'envoie un peu à l'extérieur. Donc moi, j'aurais tendance à dire le haricot sabre, c'est un chouette haricot. Et là, ça me fait penser à un autre truc qui est un haricot vivace, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, c'est le haricot orteil de prêcheur. C'est un haricot à rame grimpant, et qui lui repart de sa souche, surtout quand on vit en ville. Souvent en ville, il fait pas très très froid par rapport à la campagne, même, et c'est un haricot qui peut résister au niveau de la terre jusqu'à moins 10 quasiment. Donc on peut le semer une fois dans un pot, et chaque année il va ressortir du pot et recommencer, quoi. Et effectivement, il peut enrouler la tomate, mais il peut aussi partir sur le grillage ou un truc comme ça, quoi.
Donc je réponds un peu à côté, mais bon, t'as des pistes de réflexion. Ouais, merci. Bon, on va repartir. Enfin, il y a pas longtemps, t'étais pour les 10 ans de l'association de la graine indocile, Ouais. t'étais aux rencontres de la permaculture. Ouais. Et c'est vrai que je voulais y aller, mais bon, j'ai pas pu y aller, j'irai peut-être l'année prochaine. Ouais. Et je voulais savoir à qui tu conseillerais ce genre d'événement. Bon, c'est très bien que c'est les gens qui s'intéressent à la permaculture, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir là-bas? Qu'est-ce que... Ouais. Ben, je dirais, alors cet événement, ça plaît à certains et à d'autres, ça plaît pas. Il y en a qui vont vouloir voir des techniques de jardinage, qui vont aller aux rencontres de la permaculture, ils vont se dire, mais ils font des rocket stoves, ils proposent des trucs sur l'énergie, ils proposent des trucs sur les relations humaines, ils proposent des trucs sur l'éco-construction. Donc, si on vient chercher que du jardinage, on peut être perdu dans ce truc de rencontre de la permaculture. Par contre, si on n'arrive pas bien à comprendre en quoi c'est autre chose que du jardinage, il y a des gens qui disent, mais moi j'ai rencontré des gens qui comprennent que c'est une philosophie qui va plus loin que le jardinage, mais concrètement ils n'ont pas il y a rien de touché de concret quoi. Et d'aller à ces rencontres, en fait, ça permet de bien voir. Je pense que ça permet de voir la globalité de la permaculture. Voilà, tu vas pas, peut-être que tu apprendras pas grand chose sur le jardinage, mais tu auras vraiment une vision globale et en quoi la permaculture peut s'appliquer à tous les domaines qui entourent notre vie, quoi. Donc à la fois l'énergie, l'habitat, le sauvage, enfin tout un tas d'autres choses que le jardinage. Donc je conseillerais à quelqu'un qui a envie d'aller découvrir la globalité de la permaculture et qui a envie de passer un bon moment aussi, c'est sympa, quoi. Ok. On arrive sur les dernières questions. Enfin, Ok. ouais, bah du coup, bah je voulais parler de ton livre rapidement. Voilà, t'as sorti ton livre cette année, la permaculture au jardin mois par mois, et je voulais juste te dire que j'avais aimé le concept. On n'avait jamais entendu en fait le mot la permaculture au jardin, et c'est vraiment le truc qui est le mot qui va bien quoi. Et du coup voilà. Merci. Et voilà. Et je voulais aussi parler de l'association. Enfin, tu proposes des formations chez toi sur justement tout ce que tu disais, la permaculture en général, pas seulement le jardinage. Et où c'est qu'on peut voir justement ce que tu Toutes proposes? ces infos. Ouais. Alors les infos pour tout ce qui est stage ou venir nous rencontrer, enfin tout ce qui est en rapport avec notre activité, c'est sur le site de La Graine Indocile. Je crois que c'est lagraineindocile.fr ou .com, je sais même plus. Je crois que c'est org, je suis Ah, pas sûr, mais .org, ça doit allez. être org, ouais. En soit, en tapant La Graine Indocile, on tombe sur nous directement et voilà, là il y a un agenda qu'on met à jour régulièrement. Mm. On sort de temps en temps des petits articles. Depuis que je fais des vidéos, avant j'écrivais beaucoup d'articles. Ouais. Et depuis que je fais des vidéos, j'ai arrêté d'écrire des articles, mais donc il y a de temps en temps des petits articles, mais c'est surtout des liens qui mènent vers des vidéos. D'accord. Et puis t'as toutes les infos dont tu parles, les stages, etc. quoi. Ok. Et c'est quoi le programme pour 2020 la saison 2020, c'est quoi le programme? Alors la saison 2020, on n'a pas bien réfléchi. Généralement, on prévoit le programme en janvier, on réfléchit au programme de l'année, Ouais. mais on va essayer de faire plein de choses gratos, enfin des journées rencontres, des chantiers participatifs, des trucs pour pouvoir échanger gratuitement avec des gens. On va aussi faire probablement un stage ou deux parce que les stages c'est quand même, enfin nous on aime bien les stages, c'est génial. Voilà, j'ai pas le programme exact, mais un mélange de journées rencontres, de chantiers participatifs, de stages, et puis on va essayer de s'amuser, faire des trucs, prendre soin de la planète en prenant soin de l'homme, en s'amusant un peu quoi, Ok. en gros. Ok. Bon. Et je sais pas, t'as quelque chose à ajouter pour finir, non? Ou on arrête là? Ah ben, je dirais non. Ben, merci de cette interview, c'était sympa. Ouais. Et puis non, bonne continuation. Et Ouais. puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on fasse des choses en s'amusant, que ce soit pas tout le temps dans la contrainte. C'est vrai que la vie, souvent, elle nous impose des trucs un peu galères, quoi. Il faut travailler dur. Enfin, la vie, on nous dit souvent que la vie est dure et tout. Moi, j'aime bien aussi regarder le bon côté, essayer de profiter de chaque instant. Donc voilà, essayer de profiter de tout ce qui est beau dans la vie, quoi. Voilà, c'est tout. Ben, merci. Merci à toi. Voilà, j'espère que t'as apprécié cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et aussi, si tu veux, télécharger ton guide gratuit pour faire ton premier design en permaculture de ton jardin. Où voilà, je t'accompagne étape par étape. N'hésite pas à télécharger, tout ça, ça se trouve dans la description ou sur mon site le potager minimaliste.fr. Et voilà, je te remercie d'avoir écouté. N'hésite pas à partager aussi cet épisode et à t'abonner. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut!